Si vous vous intéressez, de près ou de loin d'ailleurs, à de la réponse à appel d'offres, vous avez déjà dû entendre des termes comme CCAP, CCTP, RC, AE, BPU, DQE. Et c'est vrai que c'est des termes qui, finalement, aident pas à s'intéresser de plus près à de la réponse aux appels d'offres parce que ça crée une espèce de barrière à l'entrée, je trouve un petit peu malsaine. Et tout l'enjeu justement de cette vidéo, ça va être de démystifier tout ça et de vous expliquer finalement très concrètement, très facilement, sans termes complexes, ce qu'est un règlement de la consultation, un CCTP, un CCAP, un acte d'engagement, pour que ce soit beaucoup plus clair de votre côté. Moi je suis Sébastien, je suis gérant de l'entreprise Odessia, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on accompagne des centaines d'entreprises dans de la réponse à appel d'offres. Et tout l'enjeu de cette vidéo, ça va être au moins de vous aider à mettre le pied à l'étrier dans de la réponse à appel d'offres en toute autonomie, et puis au moins que vous puissiez avoir entre guillemets un petit peu moins peur de ce que ça représente, parce que finalement aujourd'hui, moi j'entends plein de choses sur les marchés publics, et tout l'enjeu de ces vidéos, ça va être de démystifier un certain nombre de choses. Donc bon visionnage, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va essayer du coup ensemble dans cette vidéo de comprendre quels sont les différents documents qui constituent un appel d'offres. Donc l'acheteur public, lui, quand il passe un marché public, ça c'est l'acheteur, il a l'obligation de produire ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises. C'est ce qu'on appelle le DCE. Vous, quand vous allez sur des plateformes acheteurs, je vais prendre un exemple, vous avez peut-être déjà téléchargé, je sais pas, un marché sur Maximilien, ou sur marché online, ou sur e-marché public, ou sur AWS. Bref, vous êtes déjà tombé sur une plateforme sur laquelle vous avez téléchargé ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises. Et finalement, on ne sait pas forcément ce que c'est, on ne sait pas forcément à quoi ça sert, et surtout, on ne comprend pas forcément les différents documents qu'il y a à l'intérieur. Et ça va être vraiment l'objet de cette vidéo, ça va être de comprendre ensemble de quoi est constitué un DCE, de quoi il est composé, pour que vous y retrouviez quand vous téléchargez un marché. Donc admettons que vous soyez sur la plateforme électronique, vous avez téléchargé un dossier de consultation des entreprises, et en fait, vous avez téléchargé un zip, on va pas se mentir, c'est un fichier zip, dans lequel vous avez un fichier zip qui très souvent d'ailleurs s'appelle DCE, avec peut-être des acronymes derrière, des chiffres, des noms, etc., etc., et vous allez finalement dézipper ce DCE. Et quand vous dézippez ce DCE, qu'est-ce que vous avez réellement? À quoi ça sert? Par quoi il faut commencer sa lecture? L'idée, c'est vraiment de mieux s'y retrouver. Quand vous téléchargez un DCE, vous avez un CCTP. Un CCTP, c'est un cahier des charges technique. Vous avez un CCAP. CCAP, c'est un cahier des charges administratif. Vous avez un règlement de la consultation. C'est là où vous allez retrouver toutes les règles relatives à la consultation. Vous allez avoir un acte d'engagement. C'est le contrat. Et enfin, vous allez avoir ce qu'on appelle des annexes financières, parfois un bordereau de prêt unitaire, parfois un détail quantitatif estimatif, ou parfois ce qu'on appelle un DPGF, la décomposition du prix global et forfaitaire. Et là, l'idée, ça va être ensemble d'essayer de voir comment vous allez ouvrir vos différents documents, par quoi vous allez commencer, ce que vous allez y retrouver pour mieux vous, finalement, pour ne plus vous perdre, surtout dans un dossier de consultation des entreprises. La première chose, quand vous avez dézippé votre dossier de consultation des entreprises, c'est d'ouvrir le règlement de la consultation. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez retrouver toutes les règles qui sont inhérentes à la consultation. Et quand je parle de règles exactement inhérentes à la consultation, je parle de quoi? Je vais parler par exemple de la date limite de remise, qu'il faut surtout pas dépasser, parce que sinon vous êtes cuit. Je parle, et ça vous avez déjà dû en entendre parler, des critères d'évaluation. C'est hyper important parce que c'est là-dessus vraiment où vous êtes noté par l'acheteur. Et puis après, on peut parler de plein de choses, de la plateforme sur laquelle vous allez devoir envoyer le marché. Est-ce que les variantes ou pas sont autorisées? Est-ce que vous pouvez faire de la sous-traitance ou de la co-traitance, sachant que c'est très rarement interdit puisqu'ils ne peuvent pas l'interdire, mais ils peuvent imposer certaines formes. Est-ce que les options sont autorisées ou pas, ou est-ce qu'on vous demande certaines options? Bref, il y a plein de choses que vous pouvez retrouver dans le règlement de la consultation. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment le premier truc à lire, parce qu'en plus de ça, le point le plus important, c'est là-dessus où vous allez avoir l'allotissement, donc savoir si le marché est subdivisé ou pas en plusieurs lots. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'allotissement, je vous invite à voir notre vidéo dédiée sur le sujet. C'est là où vous allez savoir exactement ce que vous allez devoir fournir dans votre dossier
de candidature, puisque c'est noté dans le règlement de la consultation, et c'est là où vous allez savoir ce que vous devez remettre au niveau de l'offre. Est-ce qu'il y a un mémoire technique ou pas? S'il y a un mémoire technique, quels sont les critères de notation du mémoire technique? Quelle est la pondération du prix vs de la technique? Est-ce que je dois remettre un acte d'engagement? Est-ce que je dois remettre d'autres documents annexes, etc., etc. Une fois que vous avez validé le marché à travers le règlement de la consultation. Encore une fois, je vous le rappelle, règlement de la consultation, règle du jeu. C'est le premier document à ouvrir, c'est vraiment le plus important. Là, vous vous dites, ok, moi le marché il correspond à peu près à ce que je sais faire, je vais avoir le temps d'y répondre parce que du coup, je vois que la date limite c'est dans 4 semaines. J'ai trouvé le lot qui m'intéresse, je vois que les critères d'évaluation ils sont plutôt à mon avantage. Ok, je fais quoi ensuite? Ensuite, ce que vous devez faire, pour moi, il y a 2 choses à faire en parallèle. La première chose, c'est d'ouvrir un deuxième document qui s'appelle le CCTP. Le cahier des clauses techniques particulières, c'est le T qui est hyper important. Le T, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que dans ce document, l'acheteur va décrire ses besoins. Les besoins, il va les décrire dans le CCTP. Et c'est là où vous allez comprendre exactement, finalement, quelles sont les attentes de l'acheteur. Donc, qu'est-ce qu'il veut exactement, quels sont ses besoins et comment vous, finalement, vous allez pouvoir répondre à ses besoins. Ça, c'est vraiment la deuxième chose que je ferai à votre place. Une fois que vous avez validé le marché à travers le règlement de la consultation, faites le CCTP. C'est vraiment ce qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair au niveau technique. Ensuite, la troisième chose que je ferai, c'est que j'ouvrirai ce qu'on appelle les annexes financières. Donc les annexes financières aujourd'hui dans les appels d'offres, il y a 3 types d'annexes. Il y a le bordereau de prix unitaire, il y a le détail quantitatif estimatif, je sais qu'à chaque fois c'est des abréviations barbares, et il y a la décomposition du prix global et forfaitaire. Finalement, dites-vous que c'est le même style de document. C'est-à-dire que très souvent, ça va être des fichiers Excel qui sont pré-remplis par l'acheteur. Ça, c'est vraiment la différence qu'on retrouve entre du B2B classique et de l'appel d'offres. Donc, c'est des fichiers Excel dans lesquels très souvent, il va y avoir un certain nombre de lignes qui sont renseignées par l'acheteur et dans lesquelles votre travail à chaque fois, ça va être de mettre vos prix. Et là, qu'est-ce qui différencie finalement un BPU, un DQE, un DPGF? On va faire vraiment très simple dans cette vidéo parce que j'ai des vidéos à chaque fois associées par rapport à ces différents documents que je vous invite à aller voir. Le BPU, c'est de l'unité, d'accord? Donc c'est le prix par exemple d'un stylo. Le DQE, ça va être finalement des prix quantitatifs qu'on va vous demander. C'est vraiment du quantitatif, c'est-à-dire qu'au lieu de vous demander le prix d'un stylo, eh bien on va vous demander le prix de 10 stylos. Et le DPGF, très souvent, c'est ce qu'on appelle la décomposition du prix global et forfaitaire. Donc là, on n'est plus sur des unités, on est sur des forfaits. On va vous demander des forfaits, que ce soit des jours hommes ou que ce soit par exemple, si c'est de la pose de menuiserie, forfaitairement le prix de la pose de une porte, etc., etc. Et ça, en fait, pourquoi je vous dis d'aller le voir dans un troisième temps? Parce qu'une fois que vous avez cerné avec le règlement de la consultation les règles du jeu et avec le CCTP les éléments techniques, là, ça vous permet de comprendre exactement ce que vous allez devoir chiffrer au sein de ce marché public. Et je vous assure que c'est important, ça l'est d'autant plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ça va vous permettre de comprendre quelles sont les prestations qui sont attendues par l'acheteur, donc ce que vous allez devoir chiffrer, mais en même temps, vous avez une grosse disparité dans la quantité des éléments à fournir à l'acheteur dans un bordereau de prix unitaire par exemple, entre les différents appels d'offres auxquels vous allez devoir répondre. Je m'explique. Je vous ai dit qu'un bordereau de prix unitaire, c'était quoi? Un bordereau de prix unitaire, c'est un tableau Excel. Dans ce tableau Excel, vous allez avoir des lignes qui sont complétées par l'acheteur. Par exemple, le prix d'un stylo, ici. Vous allez devoir mettre le prix d'un stylo. Et vous allez devoir indiquer vos prix hors taxes ici. D'accord? Il y a des BPU qui font, 40 lignes. Ça, c'est des tout petits BPU. Il y en a qui font un peu moins. Ça dépend du type de métier dans lequel vous évoluez. D'accord? Par contre, il y a des lignes de bordereau de prix unitaire, parfois des bordereaux de prix unitaire qui font, j'en ai déjà vu plein, qui font 1000, 2000, 3000 lignes. Et là, c'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un bordereau de prix unitaire de 40 lignes, admettons, allez, vous allez y passer 1 heure. 2 heures si vraiment
vous n'avez pas en cohérence la totalité de vos prix en interne et que vous êtes obligé de demander à des fournisseurs ou à des partenaires de chiffrer certaines choses avant de pouvoir chiffrer vous-même. Mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Par contre, imaginez que vous ayez 1000 prix à donner. Et ça se fait beaucoup d'ailleurs sur des marchés d'entretien. Si vous avez 1000 prix à donner, je peux vous assurer que l'estimatif temps passé sur un marché, notamment au niveau du chiffrage, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que un chiffrage avec 40 lignes où vous allez y passer 1 à 2 heures, bah là vous pouvez y passer 2 à 3 jours. Donc vous voyez qu'en fait, une date limite de réponse à appel d'offres que vous retrouvez dans le règlement de la consultation, eh bien finalement, cette date limite, elle est plus ou moins importante en fonction de la quantité de travail que va vous donner le marché auquel vous allez répondre à travers notamment un BPU, un DQE ou un DPGF. Ensuite, j'ai parlé des 3 premiers documents à ouvrir. Rappelez-vous, le premier, c'est le règlement de la consultation. Le deuxième, c'est le CCTP. Le troisième, ça va être une annexe financière. Et le quatrième, qui est énormément négligé par les entreprises, même très souvent pas du tout ouvert, mais qui pourtant est hyper important, c'est le CCAP. Vous voyez, ce qui différencie en fait le CCTP d'un CCAP, c'est une lettre, mais c'est très important. Ici, c'est tout ce qui est administratif, financier, etc., etc. Je vais pas vous embêter avec un CCAP, parce que je sais que pour beaucoup d'entreprises, c'est pas forcément primordial, mais pourtant, il faut absolument l'ouvrir, au moins pour regarder 2-3 petites choses, surtout si vous répondez à des marchés de travaux. Le premier truc à regarder vraiment, c'est un article sur ce qu'on appelle les pénalités de retard. Pourquoi c'est important à regarder ? Parce que en fonction du marché auquel vous allez répondre, vous allez pouvoir plus ou moins tenir votre délai. Pour plein de raisons. Mais moi, je sais que sur des marchés de BTP, pour en faire énormément, on fait plus de 150 marchés, quand même 150 réponses à appel d'offres par an. Je vous laisse imaginer, on fait beaucoup de BTP. Et dans le BTP, c'est très rare de livrer un chantier en temps et en heure. Donc les pénalités de retard, il y a une possibilité pour qu'elles soient appliquées. Et pourquoi je vous dis dans un CCAP de regarder en priorité les pénalités de retard ? Parce que ça peut remettre en cause ce qu'on appelle l'économie du marché. Et ça, c'est hyper important et il faut y faire hyper gaffe parce que si vous voyez que les pénalités de retard, par exemple, sont beaucoup trop élevées, ça représente un risque pour l'économie de votre marché et surtout sa rentabilité. Donc, quand il y a des risques à ce niveau-là, nous on le dit toujours à nos clients parce qu'ensuite c'est le client qui va prendre la responsabilité, mais au moins il prend la responsabilité en connaissance de cause. Si vous n'avez pas vu les pénalités de retard, si vous arrivez sur votre marché et que vous galérez dans l'exécution pour X et Y raison et que vous prenez tout un tas de pénalités de retard, je peux vous assurer que vous pouvez passer d'un marché rentable à hauteur de 5-10% à un marché qui est complètement pas rentable et qui vous fait perdre même de l'argent. Ça c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième point qui pour moi est quand même important et qui est encore une fois complètement minimisé par les entreprises. C'est ce qu'on appelle les formules d'actualisation des prix. En fait, quand un acheteur passe un appel d'offres, je vais vous donner un exemple très simple. Il va passer un appel d'offres le 2 avril 2026, par exemple. Il va le passer, il va le publier le 2 avril. Sa date limite, ça va être le 15 mai 2026, encore une fois. Et puis vous allez y répondre, vous allez donner des prix qui sont des prix qui tournent autour du 15 mai. Très souvent, vous allez faire vos prix 2 jours, 3 jours avant, je vous connais. Et vous allez envoyer votre marché à l'arrache le 15 mai à 11h alors qu'il fallait l'envoyer avant midi. Ça, j'ai l'habitude, on a l'habitude d'ailleurs de gérer ce genre d'urgence. Et puis l'acheteur, lui, va vous faire une réponse. Si vous avez de la chance, il vous fait une réponse le 30 juillet. Bon, normalement le 30 juillet, il est en vacances. Donc finalement, la réponse, et puis pour avoir une commission d'appel d'offres avec les élus, c'est pas forcément évident pendant l'été. Donc peut-être que la réponse finalement, ça va être le 10 décembre. Vous voyez que déjà, là, il a pu se passer 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Donc déjà, de base, les prix que vous avez communiqués le 15 mai, ils ont pu évoluer. Ils ont pu évoluer assez fortement. Mais dites-vous bien que votre marché, il est sur, imaginons qu'il soit sur 4 ans. Vous imaginez que pendant 4 ans, les prix ils peuvent augmenter à la hausse, les prix des fournitures, par exemple, les prix des salaires, le prix de l'énergie, etc., etc., ou à la baisse. Et donc, le fait de pouvoir actualiser votre prix, ça vous permet tous les ans, en fonction des indices INSEE notamment, de remettre vos prix à l'ordre du jour. C'est pour ça que le CCAP est aussi important, à la fois pour les pénalités de retard,
pour l'actualisation. Et puis après, ça vous donne aussi un certain nombre d'indications sur des aspects financiers, juridiques, administratifs qui sont quand même importants et que je vous conseille quand même lorsque vous faites par exemple votre réunion de go-no-go pour savoir si vous répondez à un appel d'offres, eh bien de voir quels sont les risques et les opportunités du marché en question. Donc rappelez-vous bien cette règle, si on revient à notre dossier de consultation des entreprises, vous avez un DCE quand vous êtes sur la plateforme et que vous téléchargez un marché. Dans ce DCE, il va y avoir un règlement de la consultation qui fixe les règles du jeu. C'est vraiment par ça qu'il faut commencer. Ensuite, il y a un cahier des charges techniques qui sont les besoins de l'acheteur. Il faut ensuite lire ce document. Vous avez après ce qu'on appelle les annexes financières. Rappelez-vous, bordereau de prix unitaire, détails quantitatifs, estimatifs ou des PGF. Ça, c'est le troisième élément à analyser ensuite parce que ça vous donne un peu la volumétrie du travail que vous allez devoir faire, en plus bien évidemment de tout ce qui est dans le règlement de la consultation et notamment des éléments à délivrer au niveau de l'offre. Et après, vous allez avoir un CCAP à lire tout de suite, qui est très important. Enfin, bien évidemment, vous avez toujours des annexes, surtout sur des marchés publics de BTP. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des plans généraux de coordination, vous pouvez avoir des chartes environnementales, etc., etc. En tout cas, dans l'ordre des choses et pour que vous compreniez bien à chaque fois à quoi ça sert, règlement de la consultation, ça fixe les règles du jeu. CCTP, c'est le cahier des charges techniques, ça fixe les besoins de l'acheteur. Les annexes financières, en fait, c'est des devis qu'on vous demande de compléter, mais dont la base est réalisée par l'acheteur public. Le CCAP, c'est ses besoins administratifs financiers. Et ensuite, vous avez tout un tas d'annexes. J'espère que c'est plus clair de votre côté quand on vous parlera de dossiers de consultation des entreprises. J'espère aussi que cette vidéo a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou aller directement sur notre site audecia.fr. Vous laissez dans le formulaire de contact une question. À chaque fois, on y répond, surtout quand c'est des questions suite à nos vidéos. J'espère en tout cas que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner. Ça mange pas de pain. Et je vous souhaite en tout cas plein de courage sur vos appels d'offres.